Bonjour à tous, et c'est sur ce générique signé comme chaque jour de Jun Miyake qu'on ouvre cette grande table musicale aujourd'hui. Puisque c'est l'été, puisque c'est la musique et que la musique se fête le 21 juin, que fait le streaming à nos oreilles? On en parlera avec l'auteur de YouTube et les métamorphoses de la musique, Guillaume Huguet, et celui du boulevard du stream, Sofian Fanan, avec nous juste avant 13h. Mais d'abord, il a le pouvoir de couper et de remettre le son, comme le chante un certain Philippe Catherine. Mais surtout, il en a le savoir-faire. Le bruiteur, sound designer et compositeur Nicolas Becker vient de recevoir l'Oscar du meilleur son pour le film Sound of Metal de Darius Marder, en salle depuis mercredi. On le retrouvera prochainement aussi à la Fondation Luma à Arles avec son complice, l'artiste Philippe Parreno, ou encore à la rentrée sur France Culture pour un concert fiction, L'île au trésor. Nicolas Becker est pour l'heure notre invité à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Nicolas Becker. Bonjour. Bienvenue à vous autour de cette grande table. Ex-junkie, Ruben, batteur de heavy metal, trace sa route de concert en concert avec Lou, son amoureuse, sa complice, sa compagne. Mais soudain, dans ses oreilles, le son s'éteint, il perd l'audition. Tous ses projets sont alors mis à mal, ou au moins remis en question. L'angoisse s'installe. La musique, on va le comprendre assez vite, c'est sa vie et plus encore. Voilà pour le pitch de ce film Sound of Metal qui vous a valu un Oscar, l'Oscar du meilleur son cette année. Bravo d'abord, félicitations. Merci. Un Français, on est toujours ravis. On imagine que votre cauchemar ou son cauchemar à lui, celui de Ruben, c'est aussi le vôtre, devenir sourd avec ce film. Est-ce que vous avez d'abord appris à apprivoiser votre peur ou vos peurs ? Ce qui est assez étrange, c'est que quelques mois après avoir fini le film, un jour je me suis réveillé un matin sans audition à l'oreille gauche. J'ai fait ce qu'on appelle un eye drop. Et c'est devenu très étrange de vivre ça dans la réalité après avoir travaillé si longtemps sur ce film. Donc j'ai pu comprendre à quel point ça pourrait être un traumatisme énorme pour moi. Enfin, j'ai carrément fait un malaise vagal. On était obligé de me suis réveillé à l'hôpital 2 heures plus tard, tellement j'ai été choqué par l'absence de tout d'un coup plus rien entendre. Pour moi, ça a été vraiment extrêmement violent. Donc oui, forcément, c'est quelque chose de très un sujet absolument central pour moi, en fait, l'écoute. Parce que l'oreille, pour vous, c'est tout, Nicolas Becker, comme la voix, c'est aussi beaucoup pour nous, gens de radio. C'est tout, mais en même temps, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est pas juste le son par lui-même. C'est ce qui m'a fasciné quand j'ai eu cette idée de faire du son sur les films quand j'avais 13 ans, en voyant un petit documentaire où tout d'un coup on montrait une scène. C'était un bateau échoué sur une plage et le documentaire montrait la même image avec le son des mouettes, puis ensuite avec le son des enfants qui jouent, puis ensuite avec le son des vagues. Et je me suis dit, je ne vois pas la même image. Donc en fait, ce qui m'intéresse dans le son, c'est la manière dont elle affecte souvent d'autres sens. Et donc c'est la coexistence et la manière dont le cerveau va traiter différentes informations. C'est-à-dire ça peut être des sensations physiques et du son, ça peut être des images et du son, ça peut être pourquoi pas des odeurs et du son. Donc c'est vraiment ça qui me passionne, c'est cette chose, c'est le son en interaction avec quelque chose. Cette synchronisation ou cette désynchronisation, absolument. C'est possible des deux d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'illustration qui se joue, c'est un autre récit souvent qui se mène en parallèle sur des films. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est quand on fait un travail en général sonore sur un film, on va dire la narration, les dialogues sont déjà extrêmement solides et bien écrits. Et donc, nous, on travaille en permanence en dehors de ça. On travaille sur des sensations, on travaille beaucoup sur la synesthésie entre les sons et les images, les mouvements, les lumières, les démarches, la profondeur de champ. Enfin, c'est plein de petites choses sur lesquelles on va broder et tisser notre travail. Voilà, donc effectivement, c'est un film pour moi qui était parfait. Je pense qu'on a très peu, enfin dans toute ma carrière, j'ai eu très peu de films comme ça aussi intéressants à faire au niveau du son. Et donc du coup, ce qui était formidable, c'est que
Sur ce film en particulier, Darius Marder et son frère ont vraiment écrit la partition sonore et l'idée des scènes, ils ont écrit le son. Et souvent, dans les films, le son, c'est une sorte de chose qui est fait après coup et qui devient forcément une sorte de joli papier peint, alors que là, forcément, le son est un élément structurant et narratif du film, mais pas le son, pas le dialogue amené par le son, mais vraiment le son du film. Et cette justesse du propos, on la retrouve dans le film aussi avec ces adresses qui sont faites aux malentendants ou aux sourds, qui, comme tous, tout un chacun, peuvent aller voir le film grâce à ces sous-titres qui décrivent aussi les atmosphères sonores, les sons perçus, la perte d'audition aussi, les moments retrouvés pour Ruben, le personnage. Vous avez essayé, vous, d'être au plus près de la réalité ? Absolument. Alors il y a deux parties. Il y a deux parties dans le film. Il y a une première partie, on va dire, où le personnage perd l'audition. Et ça, je me suis vraiment documenté auprès de personnes qui avaient perdu l'audition, auprès d'audiologistes, pour essayer de comprendre en fait quelles étaient les sensations. Et effectivement, très vite, j'ai compris que quand les tympans ne marchent plus, on continue à recevoir des vibrations via les tissus et les structures osseuses du corps. Donc en fait, on continue de recevoir beaucoup d'informations vibratoires. Et donc, c'était assez simple d'essayer de réenregistrer ces informations en mettant des capteurs sur le corps de Riz Ahmed et en essayant de Riz Ahmed, c'est l'acteur. C'est l'acteur qui joue le personnage principal. Et donc, je voulais vraiment reproduire ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on connaît tous à travers quand vous parlez, quand je parle, j'entends mon corps résonner. Évidemment, toute la partie... notre vie fétale n'est que ça. C'est une plongée dans un liquide et en contact avec le corps de la mer, ce qui fait qu'on est entièrement plongé dans une atmosphère de vibration sonore comme ça. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît sans forcément le savoir. Et donc j'ai été assez simple là-dessus. J'ai voulu vraiment reproduire cette expérience que finalement tout le monde connaît. Dans la deuxième partie où c'est un implant cochléaire, là justement comme il n'y a que les gens qui ont des implants cochléaires qui peuvent ressentir cette sensation, il a fallu vraiment trouver quelque chose de particulier. Et donc je me suis dit, il faut vraiment trouver un son qu'on ne connaît pas, quelque chose dont on n'a jamais eu l'expérience. Donc je me suis tourné vers des outils développés par l'IRCAM qui permettent de faire des traitements sonores, on va dire, encore un peu inconnus. Donc je voulais vraiment plonger à l'inverse, dans cette deuxième partie, les gens, les mettre en contact avec un son étranger. C'est-à-dire on reconnaît la voix, c'est pas une voix robotisée, mais c'est une voix, une sorte de voix bizarrement reconstituée. Voilà. Donc créer cette sorte d'effet de ce qu'on appelle uncanny valley, c'est-à-dire c'est très proche de l'humain, mais en même temps très différent, et ça crée une sorte de malaise et de décalage qui m'intéressait. Là, parce que sa vie s'effondre, s'écroule à partir du moment où il commence à perdre ses oreilles, à ne plus entendre. Ruben va espérer beaucoup dans ses implants qui lui permettraient de retrouver son ouïe et probablement de rejouer, pense-t-il, à ce moment-là de la musique. Sauf que ce qu'on comprend un peu mieux aussi à travers ce film et votre travail, Nicolas Becker, c'est comment fonctionne notre oreille. Elle sélectionne naturellement les sons que nous percevons. C'est un système hyper sophistiqué et c'est pourquoi même appareillé, il est en fait totalement impossible de le reproduire. C'est vrai que... Alors... On arrive à quand même compenser beaucoup parce que ce qui a été extraordinaire dans cette expérience avec des personnes qui ont perdu l'audition, c'est de s'apercevoir à partir du moment où on perd l'audition, on a une sorte de qualité d'attention envers le monde qui est extraordinaire. Donc on va dire il y a une écoute du monde lorsqu'on devient sourd qui est accentuée de manière par mille. Donc ce qui est étrange, c'est que c'est ça, c'est-à-dire que et c'est quelque chose c'est quelque chose que moi j'ai aussi connu puisque en étant bruiteur, j'ai été bruiteur pendant 25 ans sur des films, je travaillais toujours sur les bandes son des films et on enlevait toujours les dialogues. Donc moi aussi, c'est cette sorte de manière de regarder les images sans les dialogues, sans le son du film, et toujours de regarder et d'essayer on va dire, de récupérer le maximum d'informations possibles pour essayer de construire quelque chose au niveau sonore qui soit intéressant. Je me sentais finalement assez proche, en fait, je me sens assez proche de cette situation
en fait. Mais pourquoi quand vous faites les bruitages, on enlève les dialogues? Et parce que on enregistre, on est dans des studios et on enregistre. Donc au moment où on enregistre, il faut faire silence. Autrement, on réenregistre les dialogues du film. Je travaille toujours, moi, la première étape de mon travail, ça va être pendant 2 semaines d'essayer de mettre des sons sur les images, essayer de voir comment les sons réagissent aux images, qu'est-ce que ça raconte en fonction de la lumière, des mouvements, des choix de cadre, du montage, essayer de trouver un vocabulaire, de fabriquer une sorte de boîte à outils qui va me permettre de travailler sur le film. Dans Sound of Metal, Ruben est batteur et tout à coup, donc, le son, c'est un casque sur les oreilles et il se rend dans un centre médical et le médecin va tester son audition. Ruben est joué, incarné par Riz Ahmed. On écoute un extrait. Okay, how is that volume? Is the volume loud enough? Good. Can you hear me? You can hear me okay? Volume low? Okay. I'm going to say these words. I want you to repeat them back to me. I'm going to start with just your right ear. Okay? Bass. Bass. Mess. Cause. Mop. Noisy. Search. Throat. Ditch. Fish. Talk. Ring. Brum. Germ. Life. Team. Lid. Voilà, vous avez conçu pour ce film, Nicolas Becker, une bande-son immersive, une expérience totalement sensorielle et on l'entend là, surtout casque sur les oreilles. On reçoit ces vibrations aussi que vous avez mises en place. Pour cet extrait-là, comment vous avez procédé ? En fait, moi, je travaille de manière... vraiment, c'est toute une partie basée sur l'observation. C'est-à-dire que je vais aller passer une journée dans une chambre anéchoïque complètement silencieuse. Je vais me mettre dans des situations où justement où je vais réussir à physiquement désactiver plus ou moins mes tympans. J'ai besoin de cette première phase d'expérimentation et d'observation afin de pouvoir vraiment ressentir et imprimer les sensations, on va dire, de manière corporelle. Et ensuite, à partir de cette expérience, c'est vraiment une sorte de travail sur le mimétisme où je vais essayer de reconstruire et de reconstruire les sensations que j'ai pu avoir. Et c'est souvent, j'ai souvent besoin de ça, moi. Si je fais un film sur un, je sais pas, ça se passe sur un bateau, j'ai envie d'aller passer du temps sur un bateau, un sous-marin. Enfin, il y a des moments où je peux pas aller sur Mars si je fais un film sur Mars, mais en tout cas, essayer de créer, on va dire, un ensemble de sensations que je vais mémoriser. Voilà. Et là, on entend les voix complètement étouffées aussi. Alors ça, c'est des voix qui ont été enregistrées à travers un stéthoscope un peu bizarre que j'ai fabriqué avec des capteurs scientifiques pour avoir des sons extrêmement précis. Et donc, c'est vraiment la résonance de la voix à l'intérieur du corps de Ruben. Et on se rend compte de ça aussi, c'est que notre monde intérieur est extrêmement sonore. Ça va du battement de notre cœur, au flux sanguin, à notre estomac qui gargouille. Il y a tous ces sons que notre corps lui-même produit et qu'on capte ou qu'on perçoit beaucoup moins, de manière moins vive, mais extrêmement dans ce film. Et en fait, c'est ça, on vous qualifie souvent de magicien, mais vous êtes un médecin, un chirurgien, vous travaillez vraiment au stéthoscope, en fait, pour le coup. Alors, effectivement, beaucoup de gens ont parlé de ce monde intérieur qui avait été recréé, mais il y a tout aussi, il y a un travail peut-être un peu moins facile à déceler, mais qui est complètement produit sur aussi l'extérieur. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur des sensations d'échelle et on va dire, de stratégie d'attention. C'est-à-dire pour vraiment permettre de partir
de scènes très descriptives avec des échelles très très grandes jusqu'à des micro-détails d'une patte de mouche qui peut se une mouche qui marche sur qui se déplace sur une table, on va entendre ses pattes. On travaille beaucoup je travaille beaucoup là-dessus. Donc c'est un peu comme si j'enregistrais les sons toujours avec différentes, un peu comme un chef opérateur va pouvoir filmer une scène avec différentes lentilles, différentes optiques. Moi, je travaille aussi avec différentes, on pourrait dire, optiques sonores. Souvent, je passe de l'une à l'autre. Ça me permet de faire des sortes de sensations de focus, d'essayer de définir un peu... on parle toujours du point de vue, mais essayer de fabriquer une sorte de point de l'ouïe, en fait. Voilà. Le silence, ça existe, Nicolas Becker? Le silence, c'est marrant parce que en fait, ce film au départ, il devait être la fin, on va pas spoiler la fin, mais la fin, on va dire qu'on se retrouve dans un silence assez particulier. Et Qu'est-ce moi, au qu'il y a de début, particulier? alors justement, au départ, il était conçu. C'est vraiment une absence de son. On va dire, c'est un vide sonore. Alors au début, pour moi, c'était une référence à 433 de Cage. Tout d'un coup, j'avais envie que les gens se mettent à entendre le bruit de la ville qui retraverse vers l'intérieur de la salle, entendre les autres personnes dans la salle, se mettre à entendre le bruit de l'air conditionné. Donc tout d'un coup, que les sons du réel viennent nourrir le son du film et que le film... Voilà, que le film accueille le réel comme ça. Et finalement, à cause du Covid, les gens ont beaucoup entendu le film avec un casque, et donc ils sont retrouvés dans une sorte d'absence totale de son, et ils ont eu finalement une expérience beaucoup plus intérieure. Donc ça dépend si vous regardez le film, si vous écoutez le film avec un casque, ou si vous allez le voir en salle, vous n'aurez pas du tout la même expérience. Il a fallu 18 pistes pour réaliser ce silence de fin, où vous avez éteint l'ordinateur. Ah non, on n'a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Là, il n'y a rien sur la bande. Et ça, L'encéphalogramme, voilà. il est plat. Il y a une convention D'accord. souvent, c'est que le silence, c'est du souffle. C'est à peu près comme ça dans tous les films, et aussi à cause de la technologie analogique qui faisait qu'on n'avait pas vraiment capacité de produire du silence absolu. Et donc là, on a décidé avec le réalisateur d'aller vers le silence, l'absence, enfin c'est même pas un silence, c'est l'absence de signal. L'absence de signal, voilà. Vous avez dû designer, en tout cas le penser, ce moment de silence. Il y en a combien de silences sur votre palette? Parce qu'il y a celui qui résonne, là, on l'évoquait dans la tête de Ruben, dans Sound of Metal. Est-ce qu'il est différent du silence dans l'espace que vous avez composé pour Gravity, par exemple, d'Alfonso Cuarón? Ça raconte le film Une mission à bord d'une navette Explorer. Le silence dans Gravity, c'était... Mais en fait, je me suis dit, ça, c'était assez rigolo, parce que finalement, que ce soit dans Gravity ou dans Premier Contact aussi, ou ces deux films sur lesquels j'ai travaillé, finalement, ça passe par l'idée de la combinaison. Comme si la combinaison que revêtaient les astronautes ou les personnages dans Premier Contact, et c'est une sorte de visualisation de l'idée de l'enveloppe intérieure. Et donc après, je me suis tout d'un coup, j'ai pensé à ça l'autre jour, je me suis dit, effectivement, dans le film Sound of Metal, on va dire qu'on est allé encore plus loin, puisqu'il n'y a plus cette idée, elle est plus visualisée, on rentre vraiment dans le corps de Ruben. Pour Gravity, non, c'était très intéressant, parce que le réalisateur m'a appelé en disant, voilà, on est dans l'espace, il n'y a pas de son, qu'est-ce qu'on peut entendre? Et alors tout de suite, moi je me suis dit, forcément, on est dans une combinaison, on entend de l'air, et surtout on a la capacité d'être en contact avec des objets résonnants. Donc en fait, l'idée, c'était que le son passe par l'idée du toucher. Ce qui rejoint un peu l'idée dans Sound of Metal de la vibration aussi. Donc en fait, il y a toute une partie des sons qu'on entend qui sont en fait des vibrations que le cerveau, on va dire, remélange avec les informations qu'on peut avoir par les tympans. Et donc c'est une partie du son qui est, on va dire, entre la sensation du toucher presque et la sensation auditive. C'est une sorte d'état de sensation intermédiaire. La part essentielle de votre travail, Nicolas Becker, elle est expérimentale, hein. Vous cherchez toujours aussi à créer de nouveaux sons, à en approcher d'autres. Vous êtes bruiteur, vous êtes sound designer, vous êtes compositeur, mais vous êtes aussi collectionneur avec un nombre de sons, on imagine, incalculable dans votre sonothèque. Quel est votre son le plus précieux, le plus rare?
celui que vous avez cherché le plus J'ai pas longtemps? vraiment de sons rares, mais en tout cas, ce que je fais, c'est que pour moi, j'arrive pas à travailler avec des sons qui viennent de librairies commerciales ou qu'on me transmet. Moi, j'ai besoin d'enregistrer parce que je pense que ce que je fais quand je travaille, c'est que je me souviens. En fait, je me souviens des sons que j'ai enregistrés et c'est comme des moods. C'est-à-dire que je regarde une séquence de film et je me dis, ah, c'est une sensation que j'ai déjà connue et je replonge dans ma mémoire et je vais à la recherche de ces sensations et je me dis, ah, c'était à tel endroit, dans telle forêt, c'était un matin et je vais me replonger là-dedans. Donc en fait, c'est vraiment un travail basé sur la mémoire corporelle. Et je me dis aussi souvent que si je réussis à retrouver cette qualité-là, sûrement elle va pouvoir faire renaître aussi des associations d'idées chez le spectateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, sentir le matin, ressentir vraiment la sensation du matin. Là, on est en train de travailler avec, j'étais en train de finir l'exposition avec Philippe Parreno et on travaille avec un système qui s'appelle une acoustique active. Donc on est capable de reproduire, par exemple, dans une pièce comme celle-ci, qui est une toute petite pièce, le son d'une église. C'est-à-dire que si on parlait, on serait vraiment comme dans une église. Et c'est assez drôle, très vite, les gens c'est une sensation si réaliste que les gens ont commencé à nous dire « Ah, ça sent la pierre ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à une qualité de reproduction extrême, on arrive à recréer des liens avec d'autres sens. Et ça m'a une sorte de synesthésie qui se produit. Nous aussi, Audrey Guélil, on pourrait faire ça, hein, créer une ambiance d'église dans ce studio. Ouais, mais on va rechercher le bon quoi, comme on dit, le bon plugin, non voilà, le bon élément. En attendant, on va écouter Philippe Parreno, c'est votre complice, effectivement, vous le disiez. Il est artiste, il est plasticien et ensemble, vous bossez sur un projet pour la Fondation Luma qui va ouvrir ses portes enfin tout prochainement à Arles. On écoute Philippe Parreno. C'est joli, un passeur d'imaginaire ou d'images. Moi, j'ai jamais fait vraiment de différence aux grandes dames de mes profs entre ce que je voyais très vite comme des formats d'exposition, c'est-à-dire que la littérature ou le journalisme ou la télévision, le cinéma ou l'art étaient pour moi en fait des formats d'exposition, enfin une manière de pouvoir passer une forme publiquement, quoi. Donc, jamais vraiment été même sûr que j'allais devenir un joueur artiste, quoi. Et toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça s'est fait un peu par défaut en fait tout ça. Et je continue par contre à m'intéresser à ce que dans l'art on comprend comme étant l'exposition. Ouais. C'est ce qui me fascine le plus en fait, la manière de faire apparaître une image. L'exposition dans sa manière la plus littérale possible, comment une forme peut exister, qui contrôle ses conditions d'apparition et de réception. Donc ça peut être tellement de nature tellement différente en fait. Qu'est-ce que ces collaborations artistiques vous apportent? En quoi elles complètent le travail que vous réalisez pour des films qui sont quand même peut-être la majeure partie quand même de votre activité, Nicolas Becker? Ce partage des arts, en fait. En fait, moi, j'avais toujours, en travaillant sur les films, j'avais toujours un peu une gêne parce que je me disais, mais je comprends pas, il n'y a pas de geste. Enfin, c'est-à-dire qu'on me disait toujours, ce qu'il faut, c'est que tu fasses tu fais ce que tu veux, mais faut que ce soit bien à la fin, quoi. C'est plus littéral. Oui, c'est-à-dire, c'est une sorte l'idée, c'est le résultat, et peu importe le chemin et l'expérience. Et ce qui m'a paru vraiment formidable quand j'ai rencontré Philippe Parreno, c'est que tout d'un coup, je me suis dit, tiens, voilà, il me propose un travail, c'est exactement ce qui me manquait et ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et puis cette idée aussi de pouvoir créer des transversalités, d'essayer de créer des territoires un peu neufs, c'est quelque chose que j'adore parce que à partir du moment où on crée un territoire nouveau, il est pas codifié, et donc on est complètement libre. Et donc, moi, c'est cette forme de liberté-là, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et c'est pour ça que ce que j'essaie de faire, c'est en permanence travailler sur des projets qui vont renouveler ces territoires, en fait, et qui vont permettre de développer des nouvelles pratiques et cette transversalité elle est très très importante. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler avec des scientifiques, avec des musiciens, avec des compositeurs, avec des sociologues, j'adore ce process, quoi. Et surtout l'idée du geste, c'est-à-dire que par exemple sur Sound of Metal, on a la première partie du film qui est très urbaine, on est allé la faire dans un studio de musique à Los Angeles chez le producteur des Beastie Boys pour être vraiment immergé dans une sorte
de monde comme ça, très proche de la musique et du rock'n'roll. Et la deuxième partie où le personnage est dans une sorte de silence, une sorte de silence, dans une communauté. J'ai demandé à mon ami Carlos Regada si je pouvais venir au Mexique dans son studio qui est construit au milieu des montagnes pour venir faire cette deuxième partie du film. Et ça pour moi, c'est très important aussi de pouvoir proposer aux gens avec qui je travaille, pas juste un résultat, mais aussi une expérience de vie commune, une pratique à partager. Voilà. Alors, vous travaillez partout dans le monde aujourd'hui avec des réalisateurs internationaux notamment, mais on sent qu'il y a quand même une culture du son, un savoir-faire français. Vous l'avez évoqué avec cette collaboration régulière avec l'IRCAM qui a lieu ici. On vous retrouvera à la rentrée dans un concert fiction pour France Culture, enregistré, L'île au trésor de Stevenson, où vous remettez les mains directement dans la matière. Il nous reste 2 petites minutes. Je voulais quand même vous poser une question qui fera le pont avec la deuxième partie de l'émission sur ce qu'est devenu le son aujourd'hui en 2021. Nicolas Becker, qu'est-ce que le MP3, notamment la compression, a fait au son et a fait à nos oreilles? Alors ça, c'est une question compliquée pour des professionnels parce qu'on essaye toujours, nous, de faire au mieux. Donc on se dit toujours que si on fait très très bien dans le format le format de la meilleure qualité possible, de manière descendante, on va toujours avoir les meilleurs résultats possibles. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'un peu compliqué, c'est-à-dire que nous on essaie de progresser pour arriver à des qualités de plus en plus fines, et d'un autre côté les médias ont tendance à proposer des qualités de plus en plus basses. Donc c'est vrai que c'est très, très frustrant en fait. C'est très frustrant. Moi j'ai fait souvent je me suis vraiment arracher les cheveux bien souvent pour faire des choses vraiment avec une qualité extrême, et finalement pour comprendre qu'à la fin elles étaient passées en MP3, en streaming de assez basse qualité, mais ça on peut pas vraiment... Mais elle se perd, cette culture du son, en démocratisant le son. On a aussi perdu... Non, je pense qu'en même temps, c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que je pense qu'on va rentrer dans une période où le son va vraiment... on le voit dans les films, la manière dont le sound design et la musique se mélangent. On le voit dans la musique elle-même, comment les sonorités, on intègre des archives, des bruitages, des sons, du field recording dans la musique. Donc je pense peut-être en termes de définition, peut-être pas, mais en termes de contenu, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture au contraire. Et que en ce moment il y a vraiment c'est pour ça que moi j'ai en train d'essayer de monter à Montreuil avec des gens du CNRS, avec les nouvelles écoutes, avec plein de personnes. On essaie de monter une maison du son, un lieu avec Bastien Gallet aussi on essaye de monter un endroit qui soit dédié au son. Voilà, ça c'est mon projet futur auquel j'attache beaucoup d'importance. Voilà, un temple du son, et vous serez le grand prêtre de non, cette je maison. Pas du tout le prêtre. Merci beaucoup. Merci mille fois Merci. à vous, Nicolas Becker, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez reçu cette année, vous êtes le lauréat de l'Oscar du meilleur son, et on en est bien fiers pour ce film Sound of Metal de Marius Marder, à voir en ce moment au cinéma. Vous travaillez aussi avec la Philharmonie. On vous retrouvera à l'UMA, à la Fondation d'Arles, avec Philippe Parreno cet été, et à la rentrée pour ce concert fiction L'île au trésor diffusé sur France Culture. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.